En Côte d'Ivoire, l'exclusion de leaders comme Charles Blé Goudé, Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo des listes électorales suscite une vive polémique. Lors d'un débat télévisé, Pulchéri Gallet, analyste politique, a interpellé Kokora, cadre du RHDP, sur ces radiations qu'elle juge ciblées et orchestrées par le pouvoir pour affaiblir l'opposition. Selon Gallet, priver des figures comme Blé Goudé, COJEP, Thiam, PDCI-RDA et Gbagbo, PPACI, de leur droit électoral risque de replonger le pays dans une crise semblable à celle de 2020, marquée par des violences post-électorales. Elle appelle à un dialogue inclusif pour apaiser les tensions. Kokora, lui, défend la légalité des décisions judiciaires, affirmant qu'elles s'imposent à tous. Il rejette les accusations de manipulation, soulignant que Blé Goudé, par exemple, est radié depuis 2020 suite à un verdict clair. Contester la justice, c'est défier l'état de droit, lance-t-il, défiant l'opposition de proposer des recours légaux. Gallet rétorque en évoquant les arrangements politiques ayant permis à Alassane Ouattara de se présenter par le passé, plaidant pour une solution similaire. Ce face-à-face révèle un climat préélectoral délétère. L'opposition, galvanisée par le slogan « Le combat continue », promet de résister. Mais le RHDP reste ferme, invoquant la souveraineté judiciaire. À l'approche des élections de 2025, la Côte d'Ivoire peut-elle éviter une escalade? Les Ivoiriens attendent des garanties pour un scrutin équitable. Un pays de dialogue, un pays de paix, l'exclusion n'est pas quelque chose qui peut faire avancer notre démocratie. Bien, Pulchéri Gallet, le COJEP parle d'une exclusion ciblée. Comment vous réagissez? Oui, étant donné que 4 grands leaders ont été exclus, c'est forcément ciblé. Chacun a son histoire dans cette affaire de radiation, mais la conclusion est la même. Ils sont tous exclus et ce n'est une surprise pour personne puisque depuis le début, on entend dans les discours de nos autorités qu'on ne va jamais les inscrire et c'est ce qui est en train de se faire. Le problème maintenant, c'est de savoir ce qui va être fait par toutes ces personnes exclues. Ils ont tous dit qu'ils ne vont pas l'accepter et donc on attend de voir concrètement comment ils comptent faire pour que tout rentre dans l'ordre. Bien, Michel Bétard, réaction là-dessus aussi. Bon, avoir cette exclusion manifeste de certaines grandes entités politiques en Côte d'Ivoire, on comprend que le RHDP a choisi de se choisir ses adversaires lui-même, en manipulant quelque peu les décisions de justice et en faisant en sorte que aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens qui se reconnaissent en ces personnes-là se sentent exclus du jeu électoral. Je pense que c'est pas la meilleure manière parce que quoi qu'on dise, toutes les institutions qui sont en charge, qui ont en charge le processus électoral, leur but c'est de donner aux Ivoiriens l'opportunité de choisir celui qu'ils adoptent, de choisir quelqu'un qui pense-t-il peut les conduire dans une autre espérance que celle que malheureusement ils ont subie pendant les 15 ans de gestion du RHDP. Donc moi, pour ma part, je crois que cette exclusion n'augure rien de bon. N'augure rien de bon pour le processus électoral, qui si ce n'est de nous conduire encore dans des dérives, au plan de vue humain, dans des dérives au plan de vue social. Bien. Nzi Kokora, Charles Blé Goudé avait été jugé par contumace. Quelle crédibilité accorder à un procès en l'absence de l'accusé alors qu'il était officiellement détenu à La Haye? Alors, votre question me fait sourire. Si chacun de nous doit donner son appréciation sur les décisions de justice, on vivrait dans la jungle. Je ne commande jamais les décisions de justice. Autant Laurent Gbagbo a été libéré de La Haye et je n'ai pas commenté sa libération, la décision donc, de la justice. Pas que j'étais d'accord, mais à partir du moment où c'est une décision de justice, elle s'impose à nous tous. Et donc quand j'écoute le porte-parole du COJEP, ça me fait sourire. Il faut que les gens sortent des émotions. Ce n'est pas aujourd'hui que M. Blé Goudé a été radié de la liste électorale suite à une décision de justice depuis 2020. Je crois que tout dernièrement, il s'est réinscrit sur la liste électorale. Et lorsqu'on a affiché la liste provisoire, il n'y a pas vu son nom. Il a saisi le tribunal. Le tribunal a confirmé sa radiation, autant pour M. Laurent Gbagbo. Et tous ceux-là ont été exclus du fait d'une décision de justice. Et donc, quand nos amis parlent de manipulation, mais ils ont un jugement à géométrie variable des décisions de justice. Quand ça les arrange, ils applaudissent la justice. Lorsque la justice a débouté Mme Valérie Yapo, je crois que nos amis du PDC ont applaudi. Mais quand ça ne les arrange pas, c'est pas bon. Il faut que nos amis sortent de ça. Et quand j'entends son discours, on ne l'acceptera jamais. Et quels sont les moyens dont il dispose pour se poser à une décision de justice dans une république? Si aujourd'hui, je touche du bois, je dérobe un objet et qu'on me juge, je dis non, je ne l'accepterai jamais. Mais on n'est plus dans une république de droit.
dans un état de droit. Il faut que nos amis apprennent à respecter les décisions de justice. Ce n'est pas de la manipulation, il n'y a rien, il n'y a pas un acte qui a été posé par le pouvoir en place pour exclure des candidats, comme ça a été fait en 1995, où en pleine année électorale, le pouvoir en place a changé le code électoral en imposant, en mettant la clause donc, de 5 ans de présence effective sur le territoire. Pour l'article 35, Laurent Gbagbo l'a dit, ça a été fait contre Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est la décision donc, de la justice. M. Thiam, c'est la décision de la justice. Et tout le monde sait le processus par lequel donc, il a été radié, qui n'a pas été édicté par Alassane Ouattara. Et donc, pour nous, ce n'est pas une exclusion du fait de l'État, mais pour des faits de Merci bien. Egel Akpa, le COJEP parle de faux judiciaires soigneusement orchestrés. On se demande aussi quel recours juridique reste possible pour ce parti pour permettre à Charles Blé-Goudé de revenir dans la course. Non, d'un point de vue juridique, soyons clairs, il n'y a plus de recours. Parce que si la CEI se base sur la décision de justice définitive, c'est ce qu'on disait, ce n'est pas M. Kuibier qui décide qui doit être sur la liste ou pas, il s'appuie sur la décision finale de justice. Donc si cette décision est arrivée au niveau de la CEI, c'est que juridiquement, il n'y a plus de recours. Faut-il une clémence de la part de l'exécutif ivoirien? Le sujet maintenant se porte sur le terrain politique. Et c'est là que je vais venir à ce que Kokora était en train de dire tout à l'heure, quand il dit qu'il ne peut pas commenter la décision, c'est normal, c'est en tant que citoyen. Mais il faut qu'on comprenne tous qu'aujourd'hui, la question a dépassé le cadre juridique. Sinon, on va rentrer dans les débats pour chercher à savoir qui a fait quoi et tout. La justice a fini de faire, la justice est souveraine. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, c'est dans ce même pays qu'il a parlé de 95, il a parlé de 2000. Quand il parle de cela, il parle premièrement du code électoral et après il parle de la constitution qui a été changée sous le général Guéhi, alors chef d'État. Mais la constitution même, c'est quoi? C'est la loi au-dessus de toutes les lois. Donc, si on ne peut pas commenter, comme on appelle, une décision de justice, ce n'est pas la décision de la constitution qui est au-dessus de tout qu'on va dire qu'on peut commenter. Parce que dans le temps, le RDR, le PDCI, leur candidat étant écarté de l'élection présidentielle en 2000, ont commenté la décision qui était prise de les écarter. Et comment on a trouvé la solution? Par une solution politique. Donc aujourd'hui, moi je pense que quand ces partis qui ont leurs leaders écartés commentent, ce n'est pas qu'ils vont forcément contre la justice, mais ils veulent un arrangement politique pour pouvoir détendre un peu l'atmosphère, pour pouvoir permettre à beaucoup d'Ivoiriens qui se reconnaissent en ces leaders-là de pouvoir aller exprimer leur droit de vote. Regardez par exemple, au niveau de la liste électorale, aujourd'hui on est à 8 millions d'électeurs. Mais est-ce que vous savez que quand on va aux élections, on était à 7 millions, mais en général souvent c'est autour de 3 millions de personnes qui votent. Notre président de la République, ou bien nos conseils régionaux, bien trucs. Une liste il y a près de 3 millions de personnes qui ne s'intéressent pas aux élections. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus aux élections. Elle est due à des exclusions, selon vous? Voilà. Parce que ces gens qu'on exclut là, on se lève de soi-même, on dit non, lui là, il ne pèse pas, il ne vaut rien et tout. Mais non, il y a des gens derrière eux. Même si un leader a 20 personnes derrière lui, il faut respecter cela. De sorte à ce que les 20 personnes-là puissent aller exprimer leur droit. Chérif Bali, est-ce que selon vos analyses, un arrangement ou des arrangements politiques s'imposent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire pour des élections crédibles, apaisées également? Bon, depuis 2002, la Côte d'Ivoire est dans un cycle d'arrangement politique en réalité. Il n'aboutit finalement à rien. Non, pas du tout. Parce que c'est toujours la même chose lorsqu'on a des élections, des exclusions par moment. C'est un arrangement politique qui a permis au président Ouattara de s'inscrire quand il était exclu, de participer finalement à une élection. Il a fallu qu'on prenne l'article 48 pour lui permettre de s'inscrire sur la liste, enfin de participer et d'être candidat. Et cela n'a pas empêché une crise préélectorale et post-électorale? Oui, mais les crises ne sont pas dues aux arrangements. Les arrangements viennent pour résoudre plutôt les crises. Les crises sont dues au dysfonctionnement de notre système, soit par rapport à la justice, soit par rapport à la commission électorale, par rapport aux décisions de ceux qui sont au pouvoir. C'est tout ça qui crée des crises. Et les arrangements politiques viennent pour résoudre ces crises-là parce que les arrangements politiques sont au-dessus de la justice. Donc, il est tout à fait souhaitable dans le contexte où nous sommes, où nous allons de façon évidente vers une crise électorale, parce qu'on est déjà dans une crise préélectorale. On va maintenant dans une crise électorale, et des crises électorales, on en a connu de très sanglantes. Il serait souhaitable que la sagesse habite nos hommes politiques pour qu'un dialogue inclusif soit organisé afin de désamorcer toutes ces bombes-là. Voilà. Bien. Michel Betta?
Moi, je suis surpris, parce que vous voyez dans cette exclusion, quand on observe... Vous êtes surpris de voir cette exclusion de Charles Blé Goudé? De tous ces leaders-là. Charles Blé Goudé qui était radié depuis... Non, s'il vous plaît. Moi, je dis... Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo. À l'heure où on vous parle, le seul candidat qui a assuré de compétir, c'est le candidat du RADP. Mais vous pensez que les autres vont l'accepter? Simone Yves Gbagbo, non, le seul candidat majeur, Simone n'a pas de député. De ceux qui ont des députés, il y a le PDCI, il y a le PPACI. Donc, je dis quoi? Le seul candidat majeur qui a assuré de compétir, c'est le candidat du RADP. Mais pensez-vous que les autres vont l'accepter? Ça peut pas se faire. En fait, nous partons vers une crise électorale, une crise post-électorale, et je ne sais même plus encore ce que ça peut engendrer. Vous voyez, quand on parle d'arrangement, après l'élection de 2020, que s'est-il passé? Il y a eu une rencontre entre le président Bédié et le président Alassane Ouattara. Si tant qu'il n'avait pas besoin de dialoguer, il n'aurait pas eu cette rencontre, bien qu'il ait été élu. Il est parti dialoguer avec le président Bédié de sorte qu'on a eu une accalmie et que les choses ont pu se continuer. Moi, je pense que le président Ouattara aujourd'hui est le fruit des arrangements politiques. Sinon, il n'aurait jamais été candidat ici, en Côte d'Ivoire. Enfin, ça, c'est un fait. C'est du factuel. Il n'aurait jamais été passé le conseil, la plus haute juridiction. Il était frappé par la plus haute juridiction, il ne pouvait pas compétir. Donc, on ne savait même pas quelle formule juridique pour qu'il puisse compétir. Il a fallu la mansuétude du président Laurent Gbagbo. C'est cette même mansuétude-là qu'on demande au président Ouattara. Et jusqu'ici, on observe une surdité au cri de toute l'opposition. Ils se sont réunis récemment à Yopougon. Mais moi, je dis, je salue cette démarche démocratique de l'opposition. Parce que n'oubliez pas que de tout temps, lorsque le président Ouattara a eu des problèmes, des démêlés avec la justice, son discours était, était insupportable, inamicable vis-à-vis du pouvoir. Il a dit, je répète ses propos, il a dit, je frapperai ce pouvoir moribond au moment opportun, il tombera. Est-ce que vous pensez qu'un opposant aujourd'hui peut tenir de tels propos à l'égard du pouvoir? Non, l'opposition montre trop de maturité et ça fait dire à certains que l'opposition est mou. Mais ce n'est pas cette opposition que le président Ouattara nous a montré qu'on veut voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette opposition qui débouche vers l'affrontement entre l'opposition et le pouvoir. Non, l'opposition montre assez de maturité et je pense qu'il faut en tenir compte pour accepter de s'asseoir avec elle, pour discuter et trouver des voies de consensus pour la conduite du processus électoral. C'est une question qui revient régulièrement. Qu'est-ce qui empêche le pouvoir Ouattara de prendre une loi d'amnistie en faveur de son fils, Charles Blé Goudé? Alors, est-ce que la prise d'une loi d'amnistie est une obligation de la part d'un président de la République? C'est comme si on me demandait, vous savez combien de personnes ont été condamnées radiées de la liste électorale? Les voleurs, les braqueurs, les grands bandits. Les grands bandits. Alors, si M. Ouattara devrait prendre une loi d'amnistie pour tout cela, on n'aura plus de prisonniers dans notre pays. Il faut que les gens arrêtent un peu. Il faut que les gens arrêtent. Ils disent tout et n'importe quoi. Le président de la République n'est pas obligé. La loi d'amnistie, relève de la perception du président de la République. Il n'y a aucune loi qui oblige d'abord le président de la République à prendre une loi d'amnistie. Ça, c'est un. De deux. Mais est-ce que la situation actuelle ne l'exige pas? Non, rien ne l'exige. Au nom des élections apaisées. Rien ne l'exige, cher frère Sédic. Ces cas donc, de justice, on les voit dans tous les pays au monde. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est condamnée. Mais en 2027, elle ne sera pas candidate. Est-ce qu'il viendra à l'esprit d'un Français de demander que Emmanuel Macron prenne une décision, donc un arrangement politique? Non, on l'a fait hier pour Est-ce qu'un Français demandera donc à Emmanuel Macron de prendre une loi d'amnistie, de faire des arrangements politiques? Il faut que nos amis arrêtent. Première chose. Deuxième chose, j'entends des choses, ce sont vraiment, je dis, c'est une hérésie. Dire qu'en 2000, chers frères, je ne demande pas à quelqu'un de ne pas commenter les décisions de justice. Vous pouvez commenter les décisions de justice, votre droit. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à une décision de justice. En 2000, lorsque le président Ouattara a été exclu donc, des élections, il n'était pas content. Mais on a accepté la décision parce que c'est une décision de justice. Vous avez accepté lorsque Bédié, il n'a pas s'il vous plaît, est-ce qu'il peut me laisser parler? Non, mais c'est pas une question de... Gaël Lacroix, non, s'il vous plaît, vous aurez votre temps de parole. Je suis resté vous aurez tous le même temps de parole. Allez-y, donc j'ai dit, en 2000, lorsque la candidature du président Alassane Ouattara a été retirée ou exclue, invalidée, nous avons accepté la décision de Tiakoné. Nous n'avons posé aucun acte pour nous opposer à cette décision. Le président Luc Bédié également, Bombé exclu, Fadiga, Egiampa, mais personne ne s'est opposé donc à cette décision. Voilà, donc ce que nous vous demandons, c'est de faire comme nous. Vous pouvez commenter, vous pouvez pleurer, c'est votre droit. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à une décision de justice. Et c'est une erreur grave. C'est même une injure à la mémoire, je veux dire, à l'intelligence des Ivoiriens de dire que c'est un arrangement qui a permis au président Ouattara d'être candidat. Vous personnalisez tout. Nous connaissons tous les accords de Lina Makossy. Les accords de Lina Makossy disaient qu'il fallait laisser
tous les participants à la table ronde qu'on appelle du dialogue de Marcoussis de pouvoir être candidat. Sur la base de quoi Bédi a été candidat? Sur la base de quoi Vaudier a été candidat? Mais c'est un engagement. Vous personnalisez tout en le liant au président Ouattara. Mais ce qui est faux, c'est que lorsque vous prenez l'arrêt de Tiakoné, il dit quoi? Il dit Alassane Ouattara exclut des élections parce qu'il a une nationalité douteuse. Mais après le forum, qui mieux dans un pays a le pouvoir, l'autorité de délivrer cette carte de nationalité? C'est un juge. Après le Forum pour la réconciliation nationale, donc qui a été un tribunal populaire, où le président Ouattara a présenté tous les documents, même un test d'ADN pour démontrer qu'il est ivoirien, c'est à la suite de cela que le Forum, en son point 4, dans les résolutions, a demandé que la justice lui donne un certificat de nationalité. À partir du moment où, frère, je ne vais pas passer tout ton temps à me couper. Non, tu vous perturbez le débat. Calmez-vous. Il vous reste 30 secondes. Non, allez-y, continuez. Voilà, soyez serein, vous êtes trop nombreux. Il vous reste 20 secondes maintenant pour terminer. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. J'ai dit, le président Ouattara, après débat devant le directoire du Forum pour la réconciliation nationale, après avoir démontré bel et bien qu'il est ivoirien, avec tous les documents qu'il faut, le directoire a demandé que son certificat de nationalité lui soit délivré. C'est ainsi que son certificat de nationalité lui a été délivré. Merci, Ndiko Kora. Vous avez demandé la parole, maintenant vous avez la parole. Allez-y. La parole est ici. Non, il n'y a pas de problème. Non, allez-y. Je suis très serein dans le débat. En fait, 1 minute 30 pour terminer avant la pub. Vous avez, en train de parler dans vos envolées, vous avez dit vous êtes 3. Ce n'est pas une affaire de vous êtes 3. Moi, je suis analyste. Je parle en fonction de ce que je vois et des faits. Voilà. Vous avez dit ici que on ne peut pas commenter les décisions de justice et autres. Moi, je vais sur des faits concrets. On a parlé de 2000. En 2000, on sait comment les élections se sont passées parce que, à la fin, on a vu, il y a eu la violence quand le président Gbagbo a été élu. Parce que le président Bédié et le président Ouattara n'étaient pas en lice. Mais n'étant pas en lice, c'est ce qui a continué jusqu'à ce qu'on arrive en 2010 où on va trouver un arrangement politique. L'Inas Marcoussis, là, ce n'est pas une décision de justice, c'est un arrangement politique. Donc vous ne pouvez pas dire aux Ivoiriens que Alassane Ouattara n'a pas été candidat sur un arrangement politique. C'est ce qui est. On ne peut pas discuter ça. Je vais finir, c'est juste ça, cette précision-là que je voulais apporter. Maintenant, sur la loi d'amnistie, effectivement, je le rejoins ici. Il sera à l'aise parce qu'il pense que selon les trucs, on est 3 ou bien... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le président Ouattara, je le dis aussi, n'est pas obligé de prendre une loi d'amnistie. Mais moi, je pense que là, à ce niveau, l'opposition n'a pas été inspirée. On est d'accord que l'opposition, le PDCI et le PPACI ont des députés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui les empêchait tout ce temps de pouvoir initier un projet? Parce que les députés aussi ont ce pouvoir-là. Au moins, s'ils avaient fait de leur côté pour proposer, on aurait vu les résultats. Merci Gaël Lakba. On va marquer une courte pause après la Gaël Lakba, vous aviez la parole avant la publicité. On va tous vous accorder un temps de parole, maximum 10 minutes pour terminer avec ce sujet. Allez-y. Non, donc je me répète rapidement pour dire à Kokora qu'il soit à l'aise. Tout ce qu'on fait ici, c'est sur les faits. La question qui l'a un peu dérangé, où il a cru qu'il était en minorité, c'est qu'en fait, il y a les faits qui sont là. Et quand vous voulez vous soustraire des faits pour interpréter à votre façon, quand vous avez affaire à quelqu'un qui va sur les faits directs, vous pourrez penser qu'il est forcément votre adversaire. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Merci. Alors Plucheux Balé, lors de cette conférence de presse, il ressort du communiqué final du COGEP que le gel du compte bancaire du président du parti Charles Blé Goudé constitue un abus de pouvoir. Est-ce que vous partagez ce même avis? Bon, les gels d'avoir concernent beaucoup de personnes. On avait annoncé que tous les comptes seraient dégelés. Donc, c'est forcément une injustice puisque lui, son compte est toujours gelé. Et comme ils l'ont dit aussi dans leur conférence, tous ceux qui étaient engagés dans la crise post-électorale ont été soit graciés, soit amnistiés. Il n'en est rien pour lui. Et donc, si en plus son compte doit être gelé... Voyez-vous une stratégie d'asphyxie politique à travers ce qui se passe actuellement au sein du parti? Bon, l'asphyxie politique, je n'aurais pas utilisé ce terme-là, mais je pense que le président Ouattara est en train de se choisir ses compétiteurs et ça, c'est pas honnête. Voilà. Ce que nous, on pense, c'est que tous les leaders, vu le contexte dans lequel on est, où on est allé d'arrangement politique en arrangement politique, l'idéal aurait été que le dialogue inclusif se soit tenu pour qu'on trouve un consensus afin que tous les leaders se présentent et que le peuple choisisse qui il veut.
Donc c'est vraiment malsain, toutes ces radiations, ces exclusions, avec des arguments qui ne tiennent pas. Bien, Michel Betta, quel sens vous donnez à ce slogan qu'on a entendu aujourd'hui? Le combat continue et nous n'abandonnerons pas. Mais c'est ce qu'a dit le PDCI également, les partis politiques qui sont... On va parler du COGEP, on aura l'occasion de parler du PDCI. Allez-y. Vous dites que les partis politiques sont dans la même logique. Ils sont dans la même logique, ils n'entendent pas abandonner d'un iota cette exclusion, cette radiation qui pour eux ne s'appuie sur presque rien. Mais je vais m'attarder un peu sur le point que vous avez demandé à ma co-débattrice Balé. Je veux de la suicide politique. De la suicide politique. Vous savez, la cinquième phase du dialogue politique avait demandé que les comptes soient dégelés. Aujourd'hui, on s'étonne que l'opposition réclame un dialogue parce que quand on prend des résolutions et qu'on ne les applique pas, on ne met pas en place la commission qui devait charger de faire le suivi. On ne veut pas de la paix, on ne veut pas de la réconciliation. Et c'est ce que le pouvoir RADP démontre de jour en jour. Il ne veut pas de la paix, il ne veut pas de la réconciliation. Ce qui est dommage. Parce que n'oubliez pas, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons pour la politique, c'est pour les populations. Nous ne pouvons pas encore, après avoir fait vivre aux populations 2010 avec plus de 3000 morts, après avoir... Dieu merci, le président Bédié, en tellement élevé mentalement, qu'il a lancé l'appel de Daoukro, qui a permis que 2015, les élections se passent tranquillement. Mais 2020, quand il y a eu un adversaire face au président Ouattara, vous avez vu ce que ça a créé. Ça a créé des affrontements. Et les Ivoiriens sont morts, presque une centaine. On ne peut pas encore souhaiter ça aux Ivoiriens. Donc c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes assis ici, c'est vrai que nous sommes en train de parler, mais c'est avec un cœur qui saigne. Parce qu'on sait que ces élections qui viennent, si rien n'est fait, nous serons encore en train de vivre cette tragédie. Ce serait dommage pour nous. Merci. Dernière question pour terminer cette partie. Nziko Koura, réaction aussi sur ce slogan. Le combat continue et nous n'abandonnerons pas. Tels sont les propos qui ressortent de ce communiqué final du COGEP ce jour. Je n'ai aucun commentaire à faire sur... Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, je n'ai aucun commentaire à faire sur leur manière de diriger leur parti. Je ne sais pas de quel combat il s'agit, mais ils sont libres, ils sont souverains. La réintégration de Charles Blé sur la liste électorale. Donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, moi, je m'en tiens au droit. Je constate une chose, que M. Charles Blé Goudé et bien d'autres Ivoiriens ont été exclus donc, de la liste électorale pour des faits de justice. Je m'en tiens à ça. Et le reste, vraiment, ils sont libres de prendre la voie qu'ils veulent. Je m'en voudrais de ne pas revenir sur quelques éléments que nos amis ont dit tout à l'heure. Chers frères, peut-être que vous êtes très jeunes, donc vous n'avez pas bien suivi les faits en 2000. Je vous rappelle que la violence qui a découlé donc, après les élections est partie du fait que les deux candidats donc, ne se sont pas entendus. M. Laurent Gbagbo et M. Gueye se sont disputés donc, la victoire et ça a débouché sur une crise. M. Bédié et M. Ouattara n'étaient en rien mêlés à cette violence-là. C'est la première chose. Deuxième chose, tu me parles des faits, mais peut-être tu as oublié des éléments importants. Au Forum pour la réconciliation nationale, on se souvient tous que M. Laurent Gbagbo a dit qu'il n'est pas juge et que si M. Ouattara donne des certificats de nationalité de sa nationalité, qu'il s'adresse à la justice. Donc c'est un problème de justice. Mais nous avons pris note et nous nous sommes adressés à la justice. Et donc en 2002, juillet 2002, le président Ouattara a déposé ses dossiers devant le tribunal et il a obtenu dans son certificat de nationalité, je peux vous dire le nom de la juge qui a signé, si c'est Loma Mato qui a signé le certificat de nationalité. Donc nous avons réglé, s'il vous plaît, vous n'allez pas perturber le débat pour rien. Je ne sais pas. Donc, nous nous sommes adressés à la justice. Donc pour nous, puisque, et je parle d'un constat clair, d'une analyse, quelle a été la décision de la Cour suprême? Que M. Ouattara avait une nationalité douteuse. Mais le 12 sur la nationalité, qui le lève? Mais c'est le juge, à partir d'un certificat de nationalité. Donc le problème de M. Ouattara, avait été réglé à partir du forum. Merci, Nziko Koura. Malheureusement, nous allons... Merci, on vous a très bien entendu. On n'a pas assez de temps, on va passer au deuxième sujet de cette émission, la saisine des Nations Unies par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. La première question qu'on se pose, Michel Betta, pourquoi le candidat du PDC-RDH, Cheikh Tidiane Thiam, a-t-il estimé qu'il n'existait pas de recours interne efficace pour défendre ses droits civils et politiques? Son certificat de nationalité lui a été refusé. Depuis lors, il a déposé une autre requête. Jusqu'ici, aucun certificat de nationalité lui a été attribué. Donc vous comprenez qu'il n'a d'autre recours que de se saisir des instances internationales qui pensent-ils peuvent avoir un droit de regard, un droit de pression. Mais la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Naturellement. On a signé des accords internationaux quand même. Donc, les accords internationaux, nous avons fait ce débat-là de 2000 à 2010. Les accords internationaux, tout le monde est unanime, sont au-dessus des lois ivoiriennes. C'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, lorsque le Conseil constitutionnel a donné son verdict, il y a eu d'autres instances qui ont donné leur verdict qui a conduit à la victoire du président Ouattara. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire que le président Tidiane Thiam, non seulement il a dit que sa sécurité est menacée,
ses droits élémentaires en tant qu'Ivoirien sont bafoués parce que jusqu'ici, tous les documents qu'il a déposés pour avoir une certaine nationalité, aucun certificat de nationalité n'a été signé par aucun juge. Mais je veux rappeler, parce qu'on parlait de certificat de nationalité. Le premier certificat de nationalité de Ouattara, il a obtenu avec qui? Contrairement à ce qu'il dit, c'est pas après le forum de la réconciliation, c'est le juge Zorobi Balo, depuis 2013, il a signé le premier certificat de nationalité. 2013, si j'ai pas 2013? Oui, pardon, 93, pardon. C'est faux, c'est pas 93. 94, si j'ai bonne mémoire. Mais c'est ce juge-là qui a signé son premier certificat de nationalité. Il ne peut pas dire il trompe l'histoire. Quand il dit c'est après le forum de la réconciliation que. Merci. Merci Michel Beta. Merci bien. Chéric Balé, comment vous réagissez face à cette démarche du PDC-RDA qui saisit les Nations Unies pendant que le COGEP reste en Côte d'Ivoire, fait des déclarations? On aura très bientôt celle du PPACI et de GPS, mais le PDC-RDA part à l'international. Bon, nous autres, on a toujours soutenu qu'il n'y avait pas vraiment de justice dans notre pays. Donc, on comprend très bien que le président Thiam s'adresse aux instances internationales. Pourtant, Thiam a gagné tout récemment une bataille judiciaire en Côte d'Ivoire. Et qu'elle a applaudi d'ailleurs. Mais comment? Le problème, ce n'est pas de gagner ou de ne pas gagner des batailles. C'est sur quelle base on prend les décisions de justice. Pour nous qui commentons les décisions de justice sur la base des principes qui devaient régir le droit, il y a des décisions qui sont bonnes, certaines qui sont mauvaises. Et quand on dit qu'une décision est mauvaise, c'est par rapport à des principes. C'est pas un problème de personne, c'est pas parler pour parler. Voilà. Je dis et je répète, en Côte d'Ivoire, la justice commet beaucoup d'injustices. Donc, quand le président Thiam décide d'aller saisir le Comité des droits de l'homme de l'ONU, c'est bien en termes de plaidoyer international, puisque nous savons bien le poids de la communauté internationale dans ce qui se fait en Côte d'Ivoire. Seulement, ce qu'il est important de préciser, c'est que le Comité des droits de l'homme est ce qu'on appelle un organe des traités. Un organe des traités, c'est un organe qui se charge de vérifier l'application des conventions qui ont été ratifiées. Et donc, quand le président Thiam s'en va se plaindre là-bas, c'est par rapport à ses droits civils et politiques qui sont contenus dans le pacte des droits civils et politiques qui existe depuis 1966, que la Côte d'Ivoire a ratifié et qui porte atteinte et à sa nationalité et à son droit de participer à la vie publique, à la gestion publique dans son pays. Donc, le vrai problème, c'est est-ce que le comité va réagir à temps? Et même si le comité réagit à temps, est-ce que la Côte d'Ivoire va se plier aux recommandations du comité? Parce qu'on a encore en mémoire ce qui s'est passé avec la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui, elle, est une juridiction que la Côte d'Ivoire n'a pas respectée. Et là, maintenant, il s'agit d'un comité qui n'est ni un tribunal, ni une cour de justice, ce qui veut dire que, quel que soit ce qu'elle va décider, l'État de Côte d'Ivoire qui n'a pas respecté une juridiction ne va pas forcément respecter les recommandations d'un comité. Donc, bon, on attend tous de voir comment les choses vont se passer. Bien, Gaël, en quoi cette démarche auprès du comité